L'intervention de Daniel Hernandez, qui est donc un auteur en fait de polar catalan, que l'on a déjà accueilli sur Bâche, qui a présenté déjà des ouvrages. Daniel, en fait, chercheur au CNRS, je peux le dire, et auteur de nombreux livres, donc il y en a plusieurs ici ce soir, et notamment celui sur l'absinthe. Donc je te laisse la parole. Comme Claude vient de le dire, j'étais venu ici déjà présenter des polars, parce qu'elle s'occupe de la bibliothèque et que j'avais la chance que mes livres soient lus par les gens de Bâche. Donc je suis venu et on a passé une agréable soirée. D'ailleurs, je reconnais quelques personnes qui étaient déjà là, même si je ne les ai pas reconnus au début, mais enfin, après, je les ai reconnus. Donc, en fait, l'histoire de ce livre est très simple. Elle est liée à une présentation de bouquins dans la librairie que vous avez ou la maison de la presse. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer Claude et également Michel. Et on a terminé par une petite, pas une petite, une grosse grillade. Hein, et c'est là que j'ai découvert l'absinthe présentée, on va dire, par Ferru, quelqu'un qui était un passionné de l'absinthe. Et en même temps, ce jour-là, on a parlé d'un problème qui était le problème du démantèlement du poste de Pertus, puisque le Pertus était en voie de démolition, hein, puisqu'il fallait appliquer Chalumeau. Et c'est curieux, alors je ne sais pas si c'est l'effet de l'absinthe, parce que c'est vrai, ce jour-là, j'avais bu de l'absinthe, mais si vous voulez, en 3 minutes, hein, le polar est né dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y avait cette histoire d'absinthe, cette histoire de fermeture donc, de la douane, qui pouvait être anxiogène finalement pour les douaniers, mais il y avait également ce village de Bâche. Parce que moi, Bâche, je ne connais pas. On ne peut pas dire que je connaisse, je ne connais pas. Les premières fois que j'avais entendu de Bâche, c'est lorsque j'étais étudiant à Perpignan, dans les années 60, fin des années 60, comme m'a fait préciser une personne dans la salle. J'étais étudiant à Perpignan et Bâche était connu pour son équipe de rugby, de cadet ou de junior B, je ne me rappelle plus, moi j'étais un pratiquant de rugby, les junior B. Et donc je jouais avec Paul Foussat, etc., ces gens qui étaient à Perpignan, ils me parlaient chaque fois qu'ils allaient jouer à Bâche, c'était très dur pour eux parce que même l'USAP perdait sur le terrain de Bâche. Donc ça m'avait frappé. Et puis après, moi-même, je suis allé travailler en Cerdagne, je suis venu jouer avec l'équipe de Cerdagne à Bâche, etc. Il y avait autre chose qui m'avait marqué, c'était le Massabol, avec tous les accidents qui se déroulaient au Massabol lorsqu'on arrivait au Massabol. Donc Bâche, pour moi, c'était le rugby, c'était le Massabol, mais c'était aussi effectivement le drive-in ciné, puisque le drive-in ciné, dans les années 60, il me semble la fin des années 60, moi je crois que c'était 69 par là. Voilà, c'est ça. Donc, on est venu avec des copains, on venait et on s'installait. Bon, pour nous, c'était nouveau, etc. Et c'était très bien. Donc tout ça, ça fait que c'était idéal pour moi de placer un polar. J'avais déjà toute l'intrigue, hein, mais pour ceux qui lisent mes polars, il y a un personnage récurrent qui s'appelle Shep Jens, qui est en même temps un joueur de rugby. Et donc pour moi, c'était très bien de lui faire revivre une partie de son enfance à Bâche, bien que moi je n'ai pas vécu. Donc mon héros est revenu à Bâche où il avait connu un copain qui était malheureusement mort au Massabol. Il avait également une copine avec qui il se rendait au drive-in ciné. Et au drive-in ciné, il draguait la vendeuse de bonbons. Et cette vendeuse de bonbons, c'est curieux parce que je l'ai connue à Font-Romeu, à Odeio, hein, qui est une cousine de Paul Jens qui se trouve là. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de croisements entre ce qu'on peut imaginer dans la fiction et dans la réalité. Mais en fait, en définitive, j'ai écrit un polar qui associe la fiction à une réalité. Mais je suis, comment dire ça, un faussaire, puisque Bâche, moi je ne le connais pas. Et d'ailleurs, je me suis fait bien ramasser par quelqu'un qui s'appelle Francis Guéraud, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui n'est pas là ce soir. Alors Francis Guéraud, c'est un personnage très particulier, c'est quelqu'un qui défend sa terre catalane, etc. Et lorsque j'écris des mots en catalan, que malheureusement je ne prends pas le soin de vérifier toujours, il m'engueule, mais... La chose qui est quand même très intéressante, c'est que ça a été le premier Bâchéen qui m'a encouragé à écrire sur Bâche, indirectement. Je vais vous expliquer comment. Je me trouvais donc à un salon à Toulouse, et puis M. Francis Guéraud, qui avait lu mon premier polar, Croix de son Grand Hôtel,
est venu me parler et puis il m'a dit franchement, si à Bages il y avait quelqu'un qui écrivait des polars comme toi, crois-moi que le village de Bages il ferait une statue. Mais il avait exagéré bien sûr. Ce qui est rigolo si vous voulez, c'est que moi je suis originaire touvéen et j'écris des polars et je crois que je n'ai jamais même fait de réunion comme on fait aujourd'hui, c'est-à-dire dans le nul n'est pas fait dans ce pays. Mais donc voilà ce que m'avait dit Francis Dérault ce jour-là. Et quand j'écris ce polar, tout à fait par hasard, parce que c'était pas pour lui faire plaisir que je l'écris, j'ai pensé à lui. Voilà, c'est pour l'introduction de ce bouquin-là, donc une rencontre avec des gens très sympathiques, hein, et donc ensuite également cette image que j'avais de Bages, ce village catalan, vraiment matinée de rugby, vraiment matinée, on va dire, de caractère catalan. Et c'est ensuite en venant que j'ai pu trouver toutes ces maisons très caractéristiques catalanes, que j'ai pu voir la Casa Carrère, que je ne connaissais même pas. Je connaissais le terrain de rugby, bien sûr, pour y être allé jouer, mais je n'avais pas vu sortir, par exemple, la magnifique hall sport que vous avez à l'extérieur. C'est vrai que j'avais bu quand même un goût à votre ancien café qui est fermé maintenant, le National. Voilà donc pour ma connaissance de Bages qui est très limitée. Sinon, je peux vous passer la parole si vous voulez, ou je peux continuer à présenter la façon dont j'écris, je ne sais pas, qu'est-ce que vous souhaitez. Est-ce que quelqu'un veut me poser des questions sur cette introduction? Alors, ben, si je suis très intéressant dans mon discours, je le continue donc. Alors, je vais présenter mon œuvre en général, je parle d'œuvre, mais en fait c'est vrai, j'ai un projet. Mon projet global, c'est de présenter pas uniquement que la Catalogne d'ailleurs, hein, c'est le Roussillon, c'est de présenter le Languedoc-Roussillon à travers son histoire, ses paysages, sa vie sociale, hein, la façon dont il évolue, ses personnages, etc. Donc j'ai écrit 10 polars ce jour, qui sont des polars dits régionaux, mais qui rencontrent un assez bon succès. J'ai été primé à Toulouse pour un polar qui s'appelle Le Bourreau de Puigcerdà. Ce prix, c'est le prix de l'embouchure, c'est un prix qui est à ses côtés. Mon dernier polar, Les Requins de la Recherche, qui parle de mon travail au CNRS, est actuellement nominé pour le prix Intramuros à Cognac. Donc si vous voulez, ça montre que même si on est un auteur régional qui n'est pas très bien distribué au niveau national, si on arrive à créer des choses qui sont assez caractéristiques, assez typées et assez intéressantes dans les intrigues, on peut arriver finalement à défendre notre région, et c'est un petit peu mon but si vous voulez. Quand j'ai commencé à lire des polars, c'était des polars qui se passaient aux États-Unis, maintenant on est inondé par les vagues scandinaves. Bon, c'est des choses qui me fatiguaient quelque part de voir que tout se passait d'un côté ou de l'autre, mais que rien ne se passait dans notre beau pays. Et que surtout, on oubliait toute notre vie. Par exemple, notre culture par rapport à la vigne. Et donc, j'ai écrit 3 polars qui concernent la vigne, qui sont Les Vendangeurs de Caudillo, qui parlent des vendanges dans les années 50, lorsque les Espagnols venaient vendanger avec nous. J'ai créé un autre polar qui s'appelle Les Cathédrales du Vin. Non, là-bas. Qui est là-bas? Ah, celui-là. Les Cathédrales du Vin, lui, il est plus dramatique. Il se passe maintenant. Il parle de la disparition de ces caves coopératives qui se trouvaient dans chacune de nos villages, avec le clocher et la cave coopérative. Et j'écris un 3e polar agricole aussi qui s'appelle Morte Moisson, où là finalement je vais, si vous voulez, évoquer les années 2030 avec l'abandon quasi total de la vigne dans notre région qui est devenue une région touristique, etc. Donc il y a tout un volet où je vais faire vivre cette culture. Ensuite, il y a tout un autre pan où je vais parler des Pyrénées. Et j'ai présenté dernièrement à Saint-Lary un diaporama qui concerne en fait les 4 ou 5 bouquins écrits sur les Pyrénées. Hein. Ça s'appelle Les Polars en Pyrénées, avec Croix de Sang au Grand Hôtel, Le Bourreau de Puigcerdà, mais également Absinthe, puisqu'Absinthe, ça se passe quand même au Perdus. Voilà. Et puis bien sûr, j'évoque toute cette façon dont les immigrés espagnols se sont intégrés dans cette région, hein, que ce soit à travers l'émigration pour le travail, l'émigration à cause des différentes guerres,
et également aussi les passages des Français en Espagne, hein, sur cette frontière en fait, qui est vraiment un lieu privilégié pour écrire des polars. Voilà. Donc là, j'ai vraiment écrit, je vous ai décrit un petit peu mon projet globalement. Et s'il y a des gens qui ont lu mes livres ici et qui voudraient me poser des questions, bien sûr, je suis prêt à les éclairer ou à leur répondre à ce sujet-là. En tout cas, là, j'ai fait un panorama assez large ce que j'ai fait. Voilà. Merci. Attendez. Alors donc, si je comprends bien, il n'y a pas de questions, donc c'est tranquillou pour moi. Ah, je voulais vous demander, vos polars, vous inspirez, vous retracez un petit peu l'histoire de la région. Mais est-ce que, pour trouver votre inspiration, est-ce que vous allez dans les villages, comment vous arrivez à trouver le... Je ne me force pas, hein. Je veux dire que je vais parler d'un sujet qui m'intéresse. Bon, par exemple, pour Absinthe, c'est une espèce de flash, de coup de cœur, hein. Donc si je prends Absinthe, le cœur finalement qui m'intéressait à moi, c'est un petit peu comment un enfant de l'époque va évoluer dans un village à travers la culture du rugby. Voilà, Jep Jens, qui a son copain qui va avoir un accident, qui a été champion de France à Bages, etc. Pour moi, c'était ça la base. Après, le restant, l'absinthe, etc., ou le pertus, c'est bien sûr une information que je donne, puisque c'est important dans mes bouquins, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. Alors, dans l'absinthe, il y a des gens qui m'ont dit « Ah bon, j'ai appris comment on buvait de l'absinthe. » Okay. Et d'autres qui m'ont dit « Ah bon, dans l'absinthe, j'ai appris comment ou pourquoi le pertus a été fermé. » Je vous rappelle que dans l'absinthe, l'introduction d'absinthe est faite par le directeur des douanes régional à Perpignan. C'est-à-dire que le directeur des douanes à Perpignan va expliquer le pertus. Donc il y a toujours une volonté d'expliquer une réalité dont le lecteur va s'informer. Et d'ailleurs, à ce propos-là, il y avait une anecdote assez rigolote, c'est que moi j'avais imaginé que lorsqu'on avait fermé les douanes, la PAF pouvait rester. Or en fait, la PAF ne pouvait pas rester. C'était surtout elle qui n'avait pas le droit de rester. Et ce que j'ai appris également, alors je ne sais pas si c'est vrai, ce que le directeur des douanes m'avait expliqué, c'est que si le pertus avait fermé, c'était parce que les Catalans de Barcelone ne voulaient pas voir les Mossos, ne voulaient pas les Guardias Civils à la frontière. Ils voulaient que ce soit les Mossos qui soient partout, mais pas les Guardias Civils. Et pour faire partir les Guardias Civils, en fait, ils ont fait partir la PAF, parce qu'en faisant partir la PAF, la Guardia Civile partait également. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est intéressant quand on rentre dans le système après de connaître toutes ces choses-là. Mais les douanes, c'est pas dans le cadre de l'Europe où elles ont été toutes supprimées en même temps. C'est ça. Même pas la Guardia Civile et... Non, il y avait une anomalie, puisqu'en fait, je ne me rappelle plus, il y a eu le traité Schengen en 1987, mais surtout il y a eu des congrès, il y a eu des décrets qui ont été promulgués, et à particulier à Lisbonne en 2000 et quelques, où il n'était plus question d'avoir des frontières intracommunautaires, il fallait qu'il n'y ait qu'une frontière communautaire. Mais le problème du pertus, c'est que c'était un lieu de trafic très très important, et pour la douane, c'était important d'être là pour coincer tous les gens qui trafiquaient. Mais le système libéral veut qu'aujourd'hui toutes les marchandises circulent le plus vite possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui en profitent le plus, c'est toujours bien sûr les truands, parce qu'ils circulent le plus en plus librement. Voilà, donc c'était un petit peu un truc un peu anormal. Et à mon avis, c'est pas les truands, hein, c'est les banquiers. Enfin, les banquiers. J'ai pas dit que les banquiers n'étaient pas des truands. Hein. Vous êtes chercheur en France. Alors, moi je suis chercheur, je travaille au Four Solaire, et je travaillais d'ailleurs, parce que je suis à la retraite depuis l'année dernière, mais depuis en février l'année dernière, et en fait, si vous voulez savoir dans quoi je travaille, il faut lire les requêtes de la recherche. Non, je plaisante en disant ça. C'est qu'en fait, je travaillais au Four Solaire, et ma spécialité, c'était un petit peu le transfert par rayonnement, enfin c'est un grand mot, mais c'est des mesures particulières de température sans toucher finalement les corps, c'est des mesures optiques, et avec des applications dans des énergies nucléaires, qu'elles soient en fait
de fission ou de fusion. Et en fait, je me suis servi de ça pour en faire un polar dans lequel le premier mort est brûlé au four solaire. C'était un fantasme qu'il fallait un jour écrire, réaliser. Voilà. Il s'appelle comment votre roman? Et il s'appelle Les requins de la recherche. Et Les requins de la recherche, c'est un polar dans lequel j'ai voulu montrer que ce monde absurde dans lequel où l'on vit, où l'ambition, le fric justement prime sur tout, ben, ça existe aussi dans le monde rationnel de la recherche. Donc voilà, c'est une partie, on va dire... Et il y a une partie vulgarisation qui concerne là toutes les énergies, puisque ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'à la télé, on va vous promettre qu'avec les énergies nouvelles, vous allez avoir de l'énergie gratuite, etc., qui est renouvelable. Hein. C'est un peu fort. Puis 4 jours après, on va abandonner ces recherches, on va les reprendre 2 ans après. En fait, on nous téléguide, quoi. Hein. C'est vraiment l'intox à tous les niveaux, même à ce niveau-là. Alors là, j'ai voulu mettre simplement quelques petites informations, parce que les gens ne savent pas souvent ce que c'est que l'énergie par fusion, l'énergie par fission, l'énergie solaire renouvelable, quoi. C'est tout. Bon, il voulait rentrer dans un débat sur les énergies renouvelables ou... Non, je ne veux absolument pas rentrer dans un débat parce que moi je veux dire, je suis quelqu'un de très... Et de ça on peut en parler. Hein. Oui, on peut en parler. Mais moi je suis parfaitement ignorant. Vous savez, si on regarde comment la science a évolué à travers le monde, c'est finalement chaque fois un grand hasard de quelqu'un qui a compris un phénomène physique et qui peut l'appliquer pour le bien de l'humanité. Voilà ce que moi j'en conclus, par exemple, quand Edison a trouvé l'électricité, etc. L'électricité pour nous aujourd'hui c'est quand même facile, mais quand quelqu'un comprend que l'électron se promène dans un fil, etc., que cet électron peut faire tourner un moteur parce qu'il y a des forces magnétiques, etc., c'est fabuleux. Aujourd'hui ça nous paraît très simple. Aujourd'hui, les photons solaires, on n'arrive pas à les transformer avec des rendements suffisants, il faut le savoir. On utilise des panneaux au silicium, etc., avec des rendements assez faibles, et il faut mettre beaucoup d'énergie pour les produire. Mais je suis persuadé qu'un jour, il y aura un mec, peut-être vous d'ailleurs, qui va trouver la combine pour, si vous voulez, avoir le rendement. Parce que c'est ça l'homme, c'est être toujours attentif à ce qui se passe autour de lui, hein, c'était les philosophes de départ, pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, on veut avoir tout de suite, et surtout on veut faire de l'argent tout de suite. Hein. On ne sait pas faire des économies, et on y va, on consomme. Voilà ma position moi, pour les énergies. Tu vois, je ne suis pas quelqu'un qui va dire il faut faire ci, il faut faire ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, et qu'on veut tous consommer, on veut tout avoir, on veut tout avoir, la voiture la plus grosse, on veut avoir la clim, enfin, pas tout le monde, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui veulent ça et qui ne regardent rien d'autre. Gaz de schiste. Le gaz de schiste. Oh, et c'est pas une réunion... Non. Alors d'ailleurs, pour terminer quand même, parce que je vois que je vais terminer en lisant, si j'y arrive parce que j'ai pas mes lunettes, hein, en lisant le paragraphe où j'évoque le drive-in ciné. En fait, Jeppe Jens est allé manger à la Cigale, je ne sais pas si vous connaissiez le resto de la Cigale, il est allé manger des brochettes avec Magali qui était une ancienne amie à lui, avec laquelle il va renouer un petit peu un amour d'adolescence, et ils reviennent par la route, bien sûr, et ils tournent au Massabol. Au retour, Magali pose sa tête sur l'épaule amie. Sa chaleur diffuse jusque dans le cœur de Jeppe. Au niveau du Massabol, elle se souvient. Tu te rappelles le drive-in ciné? Oui, quand Paul piquait la bagnole à son père alors qu'il n'avait pas le permis. Merde, pourquoi je parle de lui? Il est mort, Paul, il est mort dans un accident, donc il râle. Merde, pourquoi je parle de lui? Regrette-t-il trop tard? Sans basculer dans le mélo, elle développe. Tu venais avec nous, et pendant qu'on flirtait, tu allais draguer la petite caissière qui vendait les bonbons à l'entracte. Qu'est-ce qu'il est devenu ce cinéma à l'américaine? Rien. De l'écran, il ne reste que le squelette métallique. Les terrasses de stationnement sont envahies par l'herbe. Ça a marché combien de temps? 10, 12 ans? Je ne peux pas te dire. Voilà. Là, c'est terminé cette fois-ci.